Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce chapitre 1113 intitulé Impasse. C'est bien dans celle-ci que se trouve actuellement le Gorosei qui n'est pas parvenu à stopper la diffusion du message de Vegapunk et qui débute dès à présent. Le monde retient son souffle face aux scientifiques qui s'apprêtent à dévoiler l'un des plus grands secrets gardés depuis plus de 800 ans. Cette annonce est d'ores et déjà fracassante puisqu'il décide de commencer par la fin. Le monde va sombrer dans la mer. Une révélation choc et des plus palpitantes pour moi, puisqu'elle confirme au mot près les théories des nerfs dévoilées il y a maintenant 6 ans. 6 ans que je vous parle d'un déluge qui submergera la Terre et qui mènera à la plus grande guerre que le monde ait jamais connue. C'est donc un chapitre exceptionnel qui méritait sans aucun doute une review, puisqu'il n'y a pas une, pas deux, mais bien 3 théories confirmées grâce à ce chapitre que vous allez découvrir dans cette vidéo. Alors pour célébrer tout ça, je pense sincèrement que c'est aujourd'hui ou jamais qu'il va falloir exploser les likes, partager au maximum mes vidéos, s'abonner, mais surtout et bien sûr, me laisser un petit cœur en commentaire qui fait toujours mon bonheur. Voilà, je vous remercie infiniment et on va pouvoir débuter la review de ce grand chapitre. Avant de débuter cette longue review, on va faire une courte analyse de ce magnifique color spread mettant en scène les Mugiwara. Chaque membre de l'équipage est donc représenté comme une pièce d'échec. Nami incarne la reine du jeu, Luffy est évidemment le roi incontesté, Sanji et Zoro sont les cavaliers, Jinbei et Franky les tours, Brook et Usopp les fous, tandis que Chopper incarne les pions. J'ai relevé quelques détails intéressants sur cette image qui m'ont rappelé cette couverture du chapitre 699. On y note de nombreuses similitudes qui pourrait nous donner certains indices sur les événements à venir. On remarque une fois de plus Nami couronnée par le titre de reine. C'est un rôle récurrent dans les color spreads, comme on l'a vu au chapitre 100, 733, 921, 1000 ainsi qu'au 699, où elle semble incarner la figure de la reine Guenièvre de la légende arthurienne. Forcément, c'est un détail intéressant pour moi, puisque dans ma théorie sur le jeu de cartes caché d'Oda, j'ai suggéré que les reines représentaient les armes antiques et que Nami s'identifierait alors à celle d'Uranus. Attention néanmoins, ce color spread ne confirme en aucun cas cette théorie, mais renforce l'idée que le passé de Nami pourrait être lié à celui d'une princesse ou d'une reine d'un royaume disparu il y a bien longtemps. Du côté d'Usopp, comme dans le color spread 699, on le voit une nouvelle fois de plus arborant un arc, qui laisse entrevoir la possibilité que l'arc pourrait bien devenir la nouvelle arme emblématique d'Usopp, à défaut de remplacer son légendaire Kabuto. Concernant à présent Chopper, il incarne la pièce du fou sous cette forme, arborant chacune un casque distinct. On peut y voir un casque romain, un casque médiéval ou encore un casque prusse allemand, reconnaissable par sa pointe. Cette représentation m'a alors beaucoup rappelé celle des Spacey et plus particulièrement celle du colonel Macro, dont l'armure dorée s'associe à une lance identique à celle de Chopper. Étant donné que je continue à croire que les Spacey ont été créés par les fondateurs de l'ancien royaume, je me suis alors demandé si ces êtres robotiques n'auraient pas été conçus à partir du fruit de Chopper, le fruit de l'humain. En effet, comme j'ai pu l'expliquer par le passé, ces automates étaient bien plus que de simples machines. Ils étaient dotés de sentiments, éprouvant de la joie, de la tristesse et même un désir de vengeance. Peut-être avons-nous là la véritable raison derrière la création du fruit de l'humain, le rêve de leur créateur qui souhaitait insuffler une âme humaine à ces corps robotiques. Enfin, on conclut par les pièces maîtresses de ce jeu d'échecs, Zoro et Sanji, qui incarnent les cavaliers. On note tout d'abord un détail étrange concernant les lames de Zoro. À gauche se trouve Enma, dans sa bouche de Wado Ichimonji, et à sa droite son Kitetsu. Cependant, bien que le foro soit rouge, la lame elle-même ne correspond pas du tout au Sendai Kitetsu original. Bien qu'on puisse penser qu'elle soit induite d'acquis de l'armement ou d'un foreshadow indiquant que son Kitetsu deviendrait une lame noire dans le futur. D'ailleurs, on remarque également un sabre dans le dos de Luffy, mais j'ai aucune idée à qui pourrait appartenir. Outre ces détails, Zoro et Sanji incarnent une nouvelle fois la même pièce et se distinguent par la couleur de leur cheval. Mais là où ça devient intéressant, c'est au moment où je me suis rappelé de 2 autres color spreads les représentant comme des chevaliers. Le premier, comme on l'a vu, est celui du 699. Le second, quant à lui, ne concerne que Zoro et l'illustre dans un combat face à son capitaine. Mais si je vous parle de ces 2 images, c'est pour un détail bien précis. Regardez attentivement ce que tiennent respectivement dans leurs mains Zoro et Sanji. L'un porte un bouclier orné de l'emblème
l'emblème d'un oiseau flamboyant, tandis que l'autre arbore l'effigie d'un cheval cabré et enflammé. Ces deux animaux sont justement deux entités qu'incarnent respectivement Mars et Vénus, et qui devient d'autant plus pertinent aujourd'hui puisque Vénus Duro est l'adversaire de Sanji dans ce chapitre. Alors, véritable foreshadow ou simple hasard, à vous d'en juger. Et passé cette brève analyse du color spread, on va enfin pouvoir commencer la review de ce chapitre. Il reprend là où le précédent s'était arrêté, avec la grande révélation sur la créature dissimulée dans le Punk Record. Celle qui a tant choqué Mars et suscité bon nombre d'interrogations au sein de la communauté. Et il s'agissait bel et bien du cerveau de Vegapunk, une théorie que j'avais d'ailleurs développée lors du live de Goji au chapitre 1112. Si par élimination, tous les trucs que j'ai donnés, celle dont on a le plus d'indices, c'est véritablement, je dirais, le cerveau de Vegapunk encore plus que les Séraphins. Oui. Pourquoi ? Parce qu'on sait qu'il est entreposé à l'intérieur du Punk Record. Et c'est vraiment le seul endroit qu'on n'a pas visité par rapport à tout le reste de l'île. Donc, logiquement, c'est précisément là où le cerveau de Vegapunk est censé être entreposé. Mais dans ma plus grande logique, par rapport aux indices que nous donne Oda, de mémoire... Si on reste dans la simplicité, la facilité... C'est censé être le cerveau de Vegapunk. Comme expliqué durant le live, cette hypothèse était celle qui avait plus d'indices à notre portée. Le chapitre 1067 était d'ailleurs le meilleur argument que nous pouvions avoir, en indiquant qu'au sommet du gigantesque œuf se trouvait le cerveau du génie scientifique. À présent révélé, on peut constater toute l'immensité de son cerveau par rapport à la taille de Mars sur l'image, et comprendre à quel point il était nécessaire pour Vegapunk de s'en séparer. Mais cela met également en lumière l'énorme quantité de connaissances accumulées par ce scientifique au fil du temps, expliquant pourquoi il est surnommé l'homme ayant 500 ans d'avance sur le monde. On peut même se demander comment les habitants de l'ancien royaume ont pu supporter une telle quantité de connaissances sans posséder un tel fruit du démon. Car je vous le rappelle, Vegapunk expliquait qu'Egghead et sa technologie n'étaient que le reflet de l'ancien royaume. Ce qui signifie que ces anciens hommes possédaient une connaissance aussi vaste que celle de Vegapunk, sans pour autant posséder un tel cerveau. Je me suis donc demandé si finalement le symbole du crâne gigantesque sur le chapeau du rat sur la lune ne serait pas un indice sur l'apparence physique de ces anciens habitants de l'ancien royaume. Qui sait s'il existe dans One Piece des races comme les longs bras, les longues jambes et les longs coups, peut-être existe-t-il également une race au crâne allongé. En tout cas, Mars constate un fait intéressant, bien que Vegapunk soit mort, cette chose continue de vivre. Est-ce donc le véritable Vegapunk qui se trouve dans cette cuve ? Ce qui renforce les paroles de Saturne au chapitre 1090, selon lesquelles, bien que la mission soit de tuer Vegapunk, le cerveau du Punk Record doit être préservé. Et là, ça nous ramène à une très ancienne théorie sur les fruits du démon qui logeraient dans l'âme de leurs utilisateurs et par extension dans leur cerveau. Jusqu'à présent, on ignore où se loge le fruit du démon d'un utilisateur. Si nous prenons l'exemple de Brook, celui-ci n'a plus aucune enveloppe charnelle. Or, la forme charnelle est précisément ce qui le distingue de son âme. C'est la manière dont l'être humain se manifeste dans le monde physique en opposition à l'âme qui est invisible et impalpable. C'est pourquoi, à l'époque, j'ai théorisé que les fruits du démon pourraient être logés dans le cerveau, là où réside l'âme selon certains mythes, et plus précisément dans la glande pinéale, l'organe responsable des rêves. Ce qui rejoint parfaitement les propos de Vegapunk sur la création des fruits du démon qui naissent des rêves humains. Ici, et bien que le cœur de Vegapunk ait cessé de battre comme il nous l'indique un peu plus loin dans le chapitre, son cerveau, lui, continue de vivre et par conséquent au fruit du démon. Si tel est le cas, alors cette théorie d'il y a bientôt 6 ans pourrait se confirmer. Reste à savoir ce qu'il adviendra de cette montagne de connaissances. Vegapunk avait pour rêve de partager tout son savoir au monde, mais Jinbei a soulevé une question intéressante. Ne risque-t-il pas d'y avoir des problèmes si l'idéologie était insérée par-dessus tout le reste ? Or aujourd'hui, c'est bien le Gorosei qui se tient face à cet immense pouvoir destructeur. Bien qu'il veuille le préserver pour une raison inconnue, il pourrait parfaitement en prendre le contrôle. Reste à savoir comment ils vont réussir à déplacer une telle machine sans qu'il n'y ait de répercussions. Je pense tout de même que Vegapunk a probablement envisagé un plan de secours. Si on se réfère à son laboratoire à Karakuri, il avait intégré un dispositif explosif à l'époque, ce qui a d'ailleurs conduit Franky à déclencher l'incident de Baltigo. De même à Punk Hazard et l'explosion provoquée par César. Il ne serait donc pas surprenant que notre petit génie ait prévu le coup au cas où quelqu'un chercherait à s'emparer de son trésor le plus précieux, son esprit brillant. Et c'est d'ailleurs justement lui qui a orchestré un plan diabolique contre le gouvernement avec un message enregistré sur le point d'être révélé dans les 30
prochaines secondes. Les habitants des 4 mers et de Grand Line se préparent pour cette grande révélation. On peut apercevoir 3 pays dont certains membres des Mugiwara ont été envoyés durant l'ellipse. Des Ozio pour Chopper, l'île de Karakuri pour Franky, ainsi que ce qui semble être l'île de Kenzan, royaume de la tribu Lombra qui capture Abrook. Pour le reste, on peut reconnaître le village de Syrup avec Mary qui est toujours vivant. Bah oui, je pensais qu'il était mort, mais ça c'était dans le live action de Netflix et pas dans le manga. Du côté du Nouveau Monde, la Rouge semble en bonne forme, malgré la bataille menée contre Garp Elsword. Près de Redline, on retrouve l'archipel de Sabaody où semble désormais résider Duval. César Clown et Juge se trouvent au royaume du Germa, ce qui fait écho à leur mini-aventure où ils cherchaient à reformer les Mads pour tenter de surpasser Vegapunk. En ce qui concerne les îles sans nom, l'une d'elles rappelle Full Shoot, la terre natale de Koala, identifiable grâce au symbole des immenses cactus. Celle avec la femme près du feu semble être l'île de Sphinx, terre natale de Barbe Blanche. Malgré que j'ai un petit doute, car même si le décor est semblable, la présence d'une tente en arrière-plan me fait douter. Enfin, les 2 dernières îles me semblent inconnues, bien que la pluie constante puisse rappeler l'île de Saint-Poplar, découverte lors de la mini-aventure du CP9. Ce qu'on note en tout cas dans cette rétrospective mondiale, c'est que bien que certains pays soient très reculés, tous connaissent le nom du scientifique Vegapunk, ce qui démontre à quel point cet homme a impacté et impactera l'histoire quoi qu'il arrive. Car c'est bien lui qui s'apprête à révéler au monde entier toute la connaissance qu'il détient sur le sujet le plus proscrit et dangereux au monde, l'Ancien Royaume. Et bien que Mars ait trouvé et détruit l'escargophone émetteur, le message se poursuit. C'est un raz-de-marée qui s'empare du Gorosei, qui comprennent qu'ils ont été trompés, et que le véritable Dendenmushi ne se trouve pas au sommet du Punk Record. La volonté d'Ohara semble donc renaître à travers Vegapunk, et aucune des 5 étoiles n'est en mesure de savoir ce qu'il va révéler. Il est donc impératif pour eux de trouver et de détruire ce Dendenmushi. Mais alors, où peut-il bien se cacher? Je vais donc essayer, tout comme York, de me mettre dans la peau de Vegapunk, ou tout du moins dans l'esprit d'Oda. Si je me fie à son schéma habituel, il devrait y avoir des souterrains sur l'île, car c'est généralement là que se trouvent tous les secrets du pays. Que ce soit à Alabasta, Chandora, Punk Hazard ou même Wano et l'île Nigashima, toutes possédaient des pièces souterraines ou secrètes. Il serait donc logique qu'il existe une pièce cachée dans cette immense île d'Egghead, jusqu'à présent gardée secrète. Malgré que ça ait du sens et bien qu'Oda aime répéter ce type de scénario, j'ai pas pu m'empêcher d'en imaginer un autre. Car si j'étais un scientifique poursuivi par le gouvernement, je le cacherais plutôt dans un endroit où personne ne pourrait le trouver, pas même mes satellites. J'ai donc d'abord imaginé qu'il pourrait se trouver dans le corps de Shaka. Puis j'ai envisagé que Vegapunk aurait pu confier cet objet précieux à son ancien ami Dragon, ce qui expliquerait pourquoi Shaka l'avait averti de sa mort imminente. Mais finalement, aucune de ces idées m'avait vraiment convaincu jusqu'à qu'une autre me vienne à l'esprit. Il existe un endroit que nous avons découvert dès l'introduction de notre scientifique. Cette pièce n'est pas à proprement parler dans le Punk Record, mais plutôt dissimulée à l'intérieur d'un personnage, le géant de fer de l'Ancien Royaume. En effet, Vegapunk a été en mesure d'entrer dans le corps du robot géant sans qu'on ne sache ce qui s'y passait vraiment. Or, Oda avait déjà créé un scénario similaire par le passé. À Thriller Bark, Moria a été en mesure de construire une pièce secrète à l'intérieur du géant Oz, ce qui lui avait permis d'en prendre le contrôle. Ce géant antique, dont le physique est justement très similaire à celui du robot de fer. Ainsi, Vegapunk aurait caché le véritable Dendenmushi émetteur dans son corps. Sachant qu'il dépend d'une énergie mystérieuse, quel meilleur endroit pourrait-il y avoir pour stocker un objet connecté au monde entier? C'est peut-être la raison pour laquelle Oda a introduit ce scientifique à cet instant précis. La scène de son introduction le montrant immergé dans le corps du géant robotique et demandant immédiatement l'aide de Luffy pourrait suggérer que le scientifique avait caché l'émetteur avant l'arrivée de notre Mugiwara, car il savait que sa mort était imminente. Ce robot est aujourd'hui éveillé et si l'émetteur est effectivement dans son corps, le Gorosei devra donc le combattre pour tenter de stopper la diffusion du message de Vegapunk. S'il y a 200 ans il n'avait pas réussi à le détruire, imaginez à quel point ça pourrait être encore plus difficile aujourd'hui, d'autant que Nika est revenu à la vie et pourrait bien être l'énergie motrice dont dépendait ce robot. En somme, cette bataille risque d'être à son apogée dans les prochains chapitres. Et les combats ont d'ailleurs déjà commencé, puisqu'Oda commence petit à petit à mettre ses pions sur l'échiquier. Sanji a une fois de plus démontré sa maîtrise exceptionnelle du haki de l'observation, ou tout du moins son haki de la waifu, en ressentant le danger qui entourait
capturer Bonnie. Ce n'est donc pas Zoro qui l'affronte, mais son meilleur ennemi. Bien que je me sois plantée là-dessus, je voudrais tout de même que vous gardiez à l'esprit qu'Oda aime généralement introduire ce type de combat, puis interchanger les adversaires. Cependant, le face-à-face entre Venus et Sanji pourrait se révéler très intéressant, surtout en ce qui concerne la mystérieuse capacité régénératrice de notre cuistot. Après avoir été littéralement mordu à pleines dents par Venus, il lui sera difficile de combattre à nouveau. Toutefois, comme on l'a vu à Wano, son corps semble posséder des caractéristiques particulières. Et c'est peut-être Venus qui pourrait nous révéler le secret de cette régénération exceptionnelle, tout comme en son porteur le Gorosei. De l'autre côté de l'île, c'est cette fois Saturne qui a réussi à atteindre le sommet d'Egghead où se trouvait le groupe de Nami et du Sunny. Son objectif réel n'est semble-t-il pas d'affronter les Mugiwara, bien qu'ils reconnaissent parmi eux l'enfant démoniaque d'Ohara, celle qu'Akainu n'a pas réussi à effacer. Robin peut ainsi enfin, après tant d'années, mettre un visage sur la foi de l'homme à l'origine de la destruction de son île natale et de la mort de Clover. On note tout de même la badassitude de Nami et même de tout le reste de l'équipage pour protéger leur Nakama. J'ai adoré cette scène parce que c'est ici qu'on voit toute l'amitié qui se porte. Zoro n'avait donc pas menti lorsqu'il disait à Robin qu'un jour, elle rencontrerait des amis prêts à tout pour elle. Si habituellement Nami et Usopp fuient face à l'adversaire, c'est bien eux aujourd'hui qui n'hésitent pas un seul instant à affronter un membre du Gorosei. Tandis que Brook parvient à trancher une patte de Saturne, ce qui démontre encore une fois à quel point ce mec est exceptionnel, Chopper et Zeus quant à eux se font planter un coup de griffe dans leur corps. Chopper risque donc d'être grièvement blessé et on ignore si cette pointe était porteuse de poison. Mais si tel est le cas, ça pourrait peut-être permettre à notre médecin de créer un antidote contre ce pouvoir, voire même d'étudier une partie de l'ADN de Saturne. L'affrontement des Mugiwara débute bel et bien contre les membres du Gorosei. Reste à connaître l'adversaire qui fera face à Zoro et Jinbei, censés revenir du côté du Sunny. Et on va alors conclure par l'ultime révélation de ce chapitre. Le compte à rebours touche à sa fin et le message tant attendu de Vegapunk commence à être diffusé. Ainsi, ma théorie selon laquelle le message de Vegapunk débuterait à ce chapitre se confirme. J'avais mentionné que si chaque chapitre représentait 3 minutes, alors il ne resterait qu'une minute au chapitre 1112 et qu'au 1113, nous aurions le début du message comme le suggérait le Goro Awase qui signifiait faire un sans faute. Et c'est ce qu'a fait Vegapunk puisqu'il a habilement trompé le Gorosei en dissimulant le véritable Dendenmushi, lui permettant ainsi de diffuser son message au monde en toute sérénité. Et c'est d'une voix solennelle que Vegapunk prend la parole et annonce avoir commis 2 grands péchés sans toutefois préciser lesquels. Il explique que c'est pourquoi il sera capturé ou tué et qu'il a pris les devants en programmant ce message pour qu'il démarre au moment où son cœur cessera de battre. Il ne blâme cependant pas ceux qui finiront par le tuer, car pour lui, personne n'est ni bon ni mauvais. Une phrase qui m'a profondément touchée, puisque comme vous le savez, c'est un discours que j'ai tenté de partager tout au long de mes théories. D'autant plus avec l'avant-dernière théorie des nerfs, où j'explique qu'il est important de comprendre que les ennemis ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Il y a un paradoxe fascinant et une grande utilité à connaître le passé de chacun, afin de comprendre comment les guerres et les vengeances perpétuelles peuvent germer dans l'esprit de certains personnages. Plus important encore, comprendre comment la guerre de l'Ancien Royaume a pu éclater. Aujourd'hui, bien que ce scientifique connaisse ses ennemis qu'il partage avec l'Ancien Royaume, il commence pourtant par reconnaître qu'il n'est personne pour juger s'ils sont bons ou mauvais. C'est une phrase riche de sens que nous offre ici Oda et qui est peut-être le premier véritable indice sur le secret de l'Ancien Royaume. Le message se poursuit où Vegapunk annonce que ce qu'il s'apprête à révéler va peut-être sembler absurde. Beaucoup se moqueront de lui, mais il estime que tout le monde a le droit de savoir. C'est pourquoi il commence par la conclusion: ce monde va sombrer dans la mer. Et là, que vous dire? Par où commencer? Pour ceux et celles qui me suivent depuis quelques temps ou viennent à peine de découvrir ma chaîne, cette annonce est palpitante mais n'a peut-être rien d'exceptionnel. Mais pour ceux qui me suivent depuis la toute première théorie des nerfs, vous vous doutez bien dans quel état je suis. Car l'idée que le monde sombrera dans la mer est précisément et mot pour mot ma toute première théorie des nerfs datant de 6 ans. C'est précisément par ce sujet que j'ai débuté cette longue série de vidéos. 6 ans que je défends l'idée que le One Piece entraînera
mènera le monde dans les profondeurs et que le dieu du soleil, l'élu de la prophétie nommé Luffy, parviendra à le sauver pour mieux le reconstruire. Alors dit comme ça aujourd'hui, ça paraît peut-être pas extraordinaire, pourtant je vous assure qu'il y a 6 ans, ce qu'a dit Vegapunk au sujet du fait qu'on se moquerait de lui était bel et bien la même chose pour moi. On s'est moqué de moi et aujourd'hui pourtant c'est bien ce qu'annonce le plus grand scientifique ayant 500 ans d'avance sur le monde. Mais je vous rassure, j'ai toujours pas changé sur le fait que ce n'est pas tant en soi d'avoir raison qui m'intéresse, mais plutôt de savoir que j'étais sur la bonne voie concernant le secret de l'ancien royaume et le rôle de ce trésor tant convoité par tous les pirates. Et c'est ça qui est palpitant. Savoir que nous sommes si proches d'une vérité et de déchiffrer cette énigme qui dure depuis maintenant 24 ans. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas ou ne se souviennent pas de ces théories car elles sont pas faciles à retenir, on va se faire un petit récap des éléments importants que j'ai mentionnés dans ces vidéos, afin que vous puissiez mieux comprendre comment j'en suis arrivée à cette conclusion. D'ailleurs, je vous invite à regarder ces vidéos directement sur ma chaîne, une playlist est disponible pour que vous puissiez tout voir depuis le début. On va donc dans un premier temps revenir sur mes théories des nerfs et expliquer comment j'étais parvenue à imaginer ce scénario apocalyptique. Puis dans un second temps, on analysera ce que le scientifique compte dévoiler au monde, ses conséquences et les péchés dont il se sent coupable. Débutons donc par la toute première théorie des nerfs, Pangea. Cette vidéo, publiée le 3 juin 2018 en anglais, permettait d'expliquer le concept de la Pangée. Ainsi, l'ancien royaume représentait la Pangée, un super continent où vivaient sur une seule et même terre toutes les races que nous connaissons aujourd'hui. Après la grande guerre qui s'est déroulée durant le siècle oublié, le royaume de Pangea se serait disloqué pour former les îles que nous connaissons aujourd'hui. À l'époque où j'ai écrit cette théorie, j'ignorais que le château de Marie-Joise se nommait Pangea et c'est pourquoi cet indice m'avait d'autant plus conforté dans cette idée. Mais comprendre le schéma de la Pangée permettait surtout de comprendre qu'une nouvelle terre pourrait se former, la Pangée ultime. Ainsi, un événement cataclysmique allait submerger le monde sous les eaux, comme le suggérait déjà l'Aqua Laguna de Water 7, les îlots de Longring Longland ou encore le Knockup Stream de Jaya. En faisant sombrer le monde dans les océans, cela aurait offert l'opportunité de le reconstruire et d'unifier tous les pays en une seule pièce, bordée par son unique océan All Blue, formant ainsi le légendaire One Piece. J'ai donc à l'époque, tout comme Vegapunk, décidé de commencer par vous annoncer la destruction du monde. J'ai par la suite d'autant plus étayé cette théorie en la reliant au récent chapitre sur Mother Flame et la nécessité de détruire Redline. Bien qu'on puisse penser que lors du cataclysme, cette montagne soit un refuge pour les peuples en raison de sa hauteur, en réalité, c'est tout le contraire. Redline est en partie responsable de ce raz-de-marée. Cette barrière rocheuse qui encercle le globe transforme Grand Line en une gigantesque cuve se remplissant d'eau, précipitant ainsi le monde vers sa submersion. C'est d'ailleurs précisément ce qu'il s'est produit avec le pays d'Ewa. L'ancienne cité a sombré dans les eaux à la suite de la construction de cette barrière rocheuse. Pensant être protégés du monde extérieur, c'est finalement leur propre destruction à laquelle ils ont été menés. Et c'est probablement pour cette raison qu'Oden Kozuki souhaitait rouvrir les frontières du pays. Là est donc tout le problème de Redline qui entoure le globe. C'est pourquoi Luffy se devra briser cette immense montagne et par extension l'île des hommes-poissons. Car détruire Redline implique inévitablement la destruction de l'arbre d'Eve. Si ce dernier venait à tomber, ça entraînerait la perte de lumière dont les hommes-poissons dépendent, mais qu'ils retrouveront forcément à la surface grâce au soleil du dieu Nika. Ce qui nous mène à la suite des théories des nerfs, comprendre comment et pourquoi cet événement se produirait. Les 3 vidéos suivantes se concentraient sur le décryptage des fresques lunaires dont l'aspiration puisait des mythes aztèques. De cette légende est née la croyance en un 5e soleil qui déclencherait un raz-de-marée sur Terre et qui s'incarnerait sous les traits de Luffy dans One Piece. C'est pourquoi par la suite j'ai développé une analyse approfondie pour mettre en lumière tous les liens qui unissaient notre héros au dieu solaire. Outre cette particularité, Luffy était également l'élu de la prophétie Joy Boy, destiné à ramener l'aube sur le monde et symbolisant dans la Bible l'image de Jésus lors du grand avènement de l'Apocalypse. C'est durant cet affrontement appelé Armageddon que Jésus se dressera contre l'Antéchrist que j'identifiais comme étant
Im-sama. Cette guerre représentait ainsi le climax de l'œuvre, conduisant les armes antiques à se déchaîner et dont le résultat final mènerait les peuples à s'allier pour s'échapper grâce aux arches et refaire surface sur cette nouvelle terre Pangea, la terre du One Piece, réunissant toutes les races en une seule et même pièce. Gardez donc à l'esprit que ce que je vous dis ici étaient mes premières théories des nerds d'il y a bientôt 6 ans. Aujourd'hui, ça peut paraître plus évident, d'autant depuis la révélation de Luffy en Nika, qui s'est par ailleurs réveillé grâce à son Gear 5, ce qui fait étonnamment écho au 5e soleil aztèque, ainsi que l'association d'Im via l'Antéchrist et la perception du Gorosei comme des entités diaboliques. Il ne restait donc plus que l'annonce d'un effondrement du monde sous la mer pour que ces théories puissent parfaitement se confirmer, et c'est aujourd'hui chose faite grâce à Vegapunk. La question est à présent de savoir comment le scientifique est parvenu à cette même conclusion. Ça semble évident qu'on n'a pas emprunté le même chemin. Pourtant, un point commun nous a réunis dans la conclusion d'une apocalypse, la robotique liée à l'astre solaire. Ce sont les Spacey qui m'ont conduite au 5e soleil aztèque, tandis que Vegapunk a cherché à comprendre l'histoire de cette énergie antique qui alimentait le robot et qu'il tentait de recréer sous la forme d'un soleil artificiel. Et c'est probablement par ce sujet que le scientifique pourrait expliquer les secrets entourant l'ancien royaume. Cependant, la plupart des gens qui vont entendre ce message ignorent complètement qu'il existe un siècle oublié. Ils ignorent non seulement sa signification, mais également les conséquences qui ont pu découler de toute tentative pour l'étudier de près. Et c'est donc pour moi le premier péché qu'a commis Vegapunk, défaire le voile autour de cette histoire interdite. À présent, il s'apprête à en commettre un second en le partageant au monde. L'urgence n'est en réalité pas de connaître le futur, mais bien le passé pour comprendre ce qui conduira à cet effondrement sous les eaux. Et bien que j'ai hâte de découvrir toute l'histoire de l'ancien royaume, j'adorerais tout de même qu'Oda nous offre d'abord un flashback de Vegapunk, pour nous replonger dans ses souvenirs et connaître tout le parcours qui l'a mené à cette conclusion. À travers son flashback, c'est toute une émergence de connaissances dans laquelle nous voyagerons. Imaginez 2 secondes si ça se réalisait. La vie de Vegapunk débuta sur Karakuri, cette île qui a vu naître le docteur Tsukimi, créateur des Spacey et qui sont aujourd'hui à la solde des nerfs. Ce scientifique a ensuite croisé bon nombre de personnes dans sa jeunesse. Le grand Monkey D. Dragon, Kuma, Clover, et créé les maths aux côtés de Queen, Juge et César Clown. Après ça, il a découvert le schéma de la création, les fruits du démon, le mythe de Nika, les expériences sur Kaido, les Lunarians avec King, et absorbé tout le savoir emmagasiné dans la bibliothèque d'Ohara. Enfin, il a créé ses satellites, puis fait cette découverte du robot antique qu'il poussa à s'aventurer plus profondément dans l'histoire du siècle oublié. Il n'y aurait donc pas meilleure façon de comprendre le message de Vegapunk qu'en voyant tout le cheminement qui l'a mené à ce résultat. Car la science est pour moi la clé de l'histoire du siècle oublié. Vegapunk s'est heurté au même problème que le peuple Bilkan, le manque de main-d'œuvre, d'argent et de temps. Or, les dieux Bilkan sont descendus sur Terre pour pallier au manque de ressources de la Lune. Et à présent, c'est cette même Terre qui est sur le point de sombrer sous les eaux. Il ne fait donc aucun doute que la technologie devient une arme de destruction massive dès lors où on l'exploite à son paroxysme. Et c'est peut-être ce sujet qu'abordera notre scientifique et qui se révélera être son second péché. Savoir qu'il est en partie responsable de ce déluge futur par le biais de ses créations. Je vais pas réexpliquer ici comment et pourquoi il serait lié, car j'ai longuement développé tout ça dans mes précédentes théories, ce qui inclut également l'énergie mystérieuse qui alimentait ce royaume et le peuple qui y habitait. Je vous invite donc à découvrir ou redécouvrir ces vidéos, tous les liens sont en barre d'infos. En tout cas, ce chapitre était à la hauteur de mes attentes. Le message de Vegapunk n'est qu'un avant-goût de ce que la révélation du One Piece va provoquer dans le monde. Luffy est aux portes de Raftel et la grande guerre apocalyptique qui signera la fin de l'heure s'apprête désormais à commencer.